Face à la menace du variant Omicron, la France durcit ses conditions d'entrée sur le territoire et malgré la hausse des contaminations, le gouvernement n'envisage pas la vaccination obligatoire. Le gouvernement lituanien souhaite prolonger d'1 mois l'état d'urgence à sa frontière avec le Bélarus et l'étendre à la frontière polonaise pour lutter contre la migration secondaire. La WTA suspend ses tournois en Chine, une décision forte et radicale prise par l'association des joueuses de tennis en soutien à Peng Shuai. La 5e vague se poursuit en France. Le taux d'incidence a récemment dépassé la barre des 300 pour la première fois depuis mi-avril et 50 000 nouveaux cas ont été enregistrés mercredi selon Santé publique France, un chiffre en hausse de 63% en une semaine. Des contaminations dues principalement au variant Delta, mais c'est une autre mutation du Covid-19 qui inquiète particulièrement les autorités. Un premier cas du variant Omicron a été confirmé ce jeudi matin en France métropolitaine chez un homme résidant en Île-de-France et de retour d'un voyage du Nigeria. D'autres cas suspects sont sous surveillance. Le gouvernement a décidé de durcir à partir de samedi les restrictions d'entrée aux voyageurs, comme l'a annoncé le porte-parole Gabriel Attal. S'agissant des voyages en provenance des pays de l'Union européenne, nous avons décidé pour les non-vaccinés de passer le délai du test à 24 heures. Pour les voyageurs hors Union européenne, il faudra présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures, même pour les vaccinés. Les vols avec l'Afrique australe devraient être rétablis avec toutefois un encadrement drastique, a précisé le porte-parole. Et alors que certains pays comme l'Allemagne envisagent désormais la vaccination obligatoire, le ministre de la Santé a assuré que ce n'était pour l'heure pas le choix de la France. Selon lui, la stratégie mise en place jusqu'à présent est suffisamment efficace. Passe sanitaire, gestes barrières, distanciation sociale, port du masque partout où il est obligatoire. On limite les grands rassemblements, on fait attention les uns aux autres. Encore une fois, quand je dis qu'on a notre destin entre nos mains, c'est que c'est nous citoyens. C'est nous citoyens qui, par notre action, notre vigilance au quotidien, peuvent limiter le risque de diffusion du virus et donc amputer cette vague comme nous avons déjà amputé les précédentes et ainsi ne pas être obligés d'avoir des mesures de restriction pour tout le monde et évidemment pouvoir profiter des fêtes de Noël et de Nouvel An qui suivront. En parallèle, la campagne de vaccination se poursuit. Plus de 5 millions de Français auraient pris rendez-vous pour leur dose de rappel depuis l'annonce de son extension obligatoire à tous les adultes. Pour faciliter la campagne, le gouvernement a demandé l'ouverture de 300 centres de vaccination supplémentaires. Plus de 60 000 cas quotidiens en Allemagne, 47 000 en France et des chiffres qui augmentent très fortement en Italie et en Espagne. Face à la flambée des cas de Covid-19, l'Union européenne pourrait encourager la vaccination obligatoire. Il est compréhensible et approprié de mener ces discussions maintenant. Comment nous pouvons encourager et potentiellement penser à la vaccination obligatoire au sein de l'Union européenne? Cela doit être discuté et nécessite une approche commune. C'est une discussion qui, je pense, doit être menée. Forcer la population à se vacciner, l'option n'est plus vraiment tabou en Europe et relève des compétences nationales. L'Autriche a déjà annoncé avancer en ce sens. Dès le 1er février, les personnes majeures auront ainsi l'obligation d'être vaccinées. En Allemagne, le futur chancelier Olaf Scholz a appelé le Bundestag à se prononcer d'ici la fin de l'année sur une loi similaire, une mesure soutenue par les conservateurs de la CDU, mais aussi les Verts. Avec l'arrivée du variant Omicron, la pandémie inquiète à nouveau l'Europe et le vaccin semble être pour les décideurs politiques le seul moyen d'y échapper. C'est maintenant le moment de se faire vacciner. Ce variant semble être préoccupant. J'entends les scientifiques de toute la planète. Aujourd'hui, c'est probablement la seule arme ou arsenal thérapeutique que nous avons. Donc ma recommandation est de faire des doses de rappel, de se faire vacciner pour s'assurer que son immunité est aussi élevée que possible. Reste que face au variant Omicron, personne ne sait encore comment va réagir le vaccin. Les différents laboratoires sont à l'heure qu'il est en train de tester l'efficacité de leur formule. Réponse attendue d'ici 2 à 3 semaines. Le gouvernement lituanien veut prolonger d'1 mois l'état d'urgence le long de sa frontière avec le Bélarus et souhaite également l'étendre à la frontière avec la Pologne à partir du 10 décembre. Pour la ministre de l'Intérieur, cette dernière mesure ne remettrait pas en cause la libre circulation dans l'espace Schengen, mais faciliterait les contrôles des véhicules soupçonnés de transporter des migrants vers le reste de l'Union européenne. Il s'agira simplement d'un renforcement des contrôles et de la protection des frontières dans le but d'empêcher la migration secondaire.
Selon la ministre, les réseaux de migration secondaire se développent pour aider les exilés présents sur le sol lituanien à rejoindre la Pologne puis l'Allemagne. Même si la pression migratoire est moins forte en Lituanie, plusieurs dizaines de migrants tenteraient la traversée chaque jour en coupant les barbelés. D'après mes conversations avec les migrants, ils sont poussés vers le territoire lituanien, alors qu'eux-mêmes souhaiteraient déjà retourner dans leur pays d'origine. Mais on ne leur donne tout simplement pas la possibilité de se rendre à l'aéroport de Minsk. Le gouvernement lituanien soumettra vendredi au Parlement la proposition de prolongation de l'état d'urgence. Selon les estimations, entre 7 000 et 15 000 personnes se trouveraient toujours au Bélarus, avec l'espoir d'entrer un jour dans l'Union européenne. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a explosé mercredi après-midi sur un chantier proche de la gare de Munich en Allemagne. 4 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Il s'agirait, selon les autorités, d'une bombe de 250 kilos qui n'avait pas été détectée. L'Allemagne est encore truffée d'explosifs de l'époque. Ils sont souvent découverts à l'occasion de chantiers de construction. Dernier préparatif à Chypre pour accueillir la visite papale de 2 jours. Le pape François arrive cet après-midi sur l'île et il entend attirer l'attention sur l'accueil des migrants. Il en rencontrera certains. Une messe est prévue vendredi au stade de football de Nicosie. Le pape participera aussi à une prière œcuménique dans l'unique église catholique de la Sainte-Croix à Nicosie où la messe est célébrée en 8 langues différentes. Le tireur a été décrit comme sans pitié. Ethan Crumbley, un adolescent de 15 ans, a semé la mort mardi dans son lycée. Au lendemain du drame, le bilan s'est aggravé. 4 jeunes entre 14 et 17 ans ont été abattus. 7 sont blessés. Le jeune garçon a tiré plus de 30 balles sur les gens à bout portant, souvent en visant la tête ou la poitrine. Le meurtrier faisait preuve d'une détermination à glacer le sang, a décrit le shérif chargé d'enquêter sur cette énième tragédie qui choque une nouvelle fois l'Amérique. La fusillade a été perpétrée dans un établissement scolaire d'Oxford, une petite ville de l'État du Michigan. L'arme du crime avait été achetée par le père du lycéen lors du récent Black Friday. Des fusils ont été saisis au domicile familial. La WTA frappe fort. L'association des joueuses de tennis a annoncé suspendre ses tournois en Chine tant que toute la lumière ne sera pas faite sur l'agression sexuelle dont a été victime Peng Shuai et tant qu'elle ne sera pas totalement libre de ses mouvements. La championne de 35 ans avait disparu de la scène publique pendant 3 semaines après ses accusations portées contre un haut fonctionnaire chinois. Steve Simon, le président de la WTA, a expliqué que sa décision avait été mûrement réfléchie et qu'il ne voyait pas comment il pouvait demander à ses athlètes de jouer en Chine alors que Peng Shuai n'est pas autorisée à communiquer librement et qu'elle subit des pressions pour revenir sur ses accusations. La décision de la WTA a été saluée par de nombreuses personnalités du monde sportif. Billie Jean King, la fondatrice de la WTA, a exprimé son soutien à l'action de Steve Simon, déclarant que l'association était du bon côté de l'histoire en suspendant ses tournois en Chine. Cette saison, aucun des 9 tournois prévus en Chine n'a pu se tenir en raison de la pandémie. Jusque-là, la moitié des revenus de la WTA provenaient des compétitions chinoises. Rita Boncompagni Ludovisi est une vraie princesse. Bien qu'américaine, elle est aujourd'hui l'héritière de l'une des familles aristocratiques les plus importantes de Rome et de l'un des joyaux de la capitale italienne, la Villa Ludovisi. Son plafond a été peint par le Caravage au début du XVIIe siècle, une œuvre inestimable et un cas unique en Italie. C'est une peinture murale du Caravage, qui n'a fait aucune autre peinture murale. Toutes ses œuvres sont sur toile. C'est un sujet mythologique et cela aussi est un peu unique, car il présente les 3 divinités grecques qui président au ciel, à la mer, à la terre, à savoir Jupiter, Neptune et Pluton. Le petit palais situé près de la Villa Borghese est aujourd'hui à vendre, mise à prix 471 millions d'euros. Elle pourrait ainsi devenir l'une des maisons les plus chères au monde. À elle seule, la fresque du Caravage est estimée à 310 millions. Je pense que l'histoire est tellement importante pour les générations futures et aussi pour l'Italie.
Cette maison est cruciale pour les Italiens et ne devrait pas être transformée en immeuble d'habitation ou en entreprise. Lorsqu'il s'agit de patrimoine, l'État italien peut exercer son droit de préemption. Reste à savoir s'il aura les moyens d'acheter ce chef-d'œuvre de la Renaissance.